c'est le sac en fait. C'est le sac en fait. Il faudrait qu'on puisse couper un petit peu. Bon, bonjour tout le monde. On va commencer. On va déjà se présenter rapidement. Donc, on va faire un petit tour de table sans table rapidement. Et après, on rentrera dans les sujets. Donc, Katia, honneur aux dames. Je vais te laisser te présenter plus en détail plutôt que de... D'accord. Bonjour à tous. Katia Vidi, cofondatrice de Nelis. En fait, on a une solution en cloud computing qui permet de valoriser le portefeuille de contact des entreprises. Je suis présidente du conseil de développement et je me suis beaucoup investie et je continue de m'investir dans le cadre de la French Tech Montpellier. Gilles Guérand, donc le directeur technique de Calliope. Calliope étant plus connu pour l'aspect société de service qui fait on fait des gros sites web, mais on incube aussi des projets innovants, dont un projet dont je vais parler là, qui rejoint celui dont on parlait précédemment, qui est le backend as a service. Ça fera 2 dans l'après-midi, ça c'est bien. Et projet en open source, donc on parlera aussi d'open source. Manu Emmanuel Mouton, de la société Synox. Alors Synox, on fait des plateformes pour les objets connectés. On va vous parler des objets connectés. On crée à partir d'un équipement non connecté, on le rend connecté, on travaille la connectique pour qu'il puisse remonter sur le cloud, travailler donc les données, les algorithmes de big data pour corréler les données et les restituer donc, aux utilisateurs finaux, aussi bien donc, pour la santé, pour le monde de la sécurité, du transport, de l'enjeu et la domotique. Voilà. Donc je suis aussi vice-président de French House, donc c'est un vrai plaisir de vous accueillir autour du cloud, autour de ce sujet. Chris. Donc, moi je suis Chris Salvadori, donc le gérant de Sherpa Technologies, spécialiste dans les infrastructures scalables et particulièrement l'arrière-boutique et la grotte de Plush. Voilà. Donc si je l'ai fait, je t'avais dit que je le ferai, je le ferai. Donc c'est le centre de R&D de Plush, voilà, c'est chez nous. Donc Grégory Cladera, donc je suis cofondateur de la société RG System. On est un pur SaaS player dans le monde du pilotage d'infrastructures. On fait du monitoring, de la sécurisation et de la sauvegarde tout en mode SaaS de nos infrastructures. Je voulais commencer en introduction, avant de donner la parole à mes collègues, à remercier d'abord Colin, à remercier Frédéric et au travers d'IBM, French House, tous ceux qui ont participé à l'événement. Pourquoi pour avoir fait cet événement en région, pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que c'est rare qu'on n'ait pas à prendre le train ou l'avion pour suivre un événement de cette envergure, donc ça c'est déjà bien. Mais en région, pourquoi? Parce qu'on a vu lors des différentes interventions de France IT, etc., que le blocage, les principaux autour du cloud sont la sécurisation, la disponibilité des données. Et je crois qu'une des réponses qu'on peut apporter à tout ça, c'est du service. On a parlé de confiance, on a parlé de plein de réponses possibles, et que tout ce service-là, en général, on peut l'apporter d'une manière de proximité, et chacun va mettre sa proximité dans laquelle il se situe, sa frontière la plus lointaine. Il y en a qui vont travailler, on a cité des sociétés tout à l'heure, comme Amazon, avec des gros cloud players, parce que pour eux, c'est la technologie qui prime, c'est la référence, c'est le leadership. Il y en a qui vont préconiser des données souveraines, on a parlé de souveraineté, donc en France, c'est la frontière la plus éloignée, et il y en a qui vont arriver jusqu'à une régionalité, mais qui aimeraient ou qui ont leurs infrastructures en région parce qu'ils veulent avoir cette proximité et apporter cette proximité. Donc voilà, je trouve ça bien qu'on puisse faire cet événement là autour du cloud, parce qu'on voit que on peut arriver, c'est l'un des sujets de cette table ronde, de parler de tout ça. Premier intervenant, on vit aujourd'hui, comme vous l'avez vu et abordé dans les différentes tables rondes, une révolution numérique. Alors c'est vrai qu'on tarde un petit peu à la vivre chez nous, on a vu des statistiques tout à l'heure. Bon, moi je suis assez d'accord avec Colin et Jean-Dominique sur le constat de dire qu'on a des offres dans le cloud, et c'est pas ce qui nous freine aujourd'hui dans la croissance du cloud dans notre pays, c'est plutôt aujourd'hui une adaptation de nos consommateurs. Là où je suis un petit peu plus frileux,
c'est de toujours mettre le tort sur les clients. C'est-à-dire qu'on dit, les clients, les Français, ils s'adaptent pas, ils sont en retard, ils traînent. Moi, je crois qu'on s'est un peu trompé dans l'approche du cloud. Déjà, en termes marketing, je reprends toujours cet exemple, mais on a déjà le cloud, les nuages. Alors, les premiers logos qu'on voyait du cloud, c'était la tête dans les nuages. On disait aux gens, tu vois, tes données, tu ne sauras pas où elles sont, tu les trouveras jamais. Enfin, je trouve qu'on s'est trompé dans l'approche, déjà. On a très intellectualisé et abordé ce problème de manière très technologique, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire que les clients aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est la continuité de service. Ils veulent travailler, arriver à leur bureau de 9h à 18h, et ils veulent qu'on puisse leur apporter des solutions pour qu'ils puissent travailler. À la limite, les outils qu'il y a derrière, les data centers, 3 tiers, 4 tiers, tout ce qu'on a pu développer pendant des années, à la limite, ils s'en moquent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler. Donc on en revient, en fait, à une vulgarisation du discours, à une approche plus pragmatique, finalement, qui va enlever les verrous de la confiance, de la sécurisation des données, et qui, du coup, va, je pense, moi, pousser les consommateurs à consommer du cloud. Donc je pense qu'il faut souvent s'autocritiquer, plutôt que de dire le marché il n'est pas apte, il ne s'adapte pas. C'est à nous de faire en sorte, ça s'appelle le marketing, ça s'appelle plein d'automatismes, pour faire en sorte qu'ils consomment. C'est juste une petite introduction. Par rapport, donc je vais donner la parole à Manu, dans cette transition numérique, cette révolution numérique. Il y a une des composantes de cette transition numérique qu'on appelle l'IoT, super, donc les objets connectés. Et donc Manu, j'aimerais que tu nous en dises plus justement sur ces objets connectés. Manu, c'est moi. C'est toi Manu. Ah ben il y a Manu, Chris, Gilles, tiens. On est entre nous. Donc c'est vrai que l'IoT, il y a plus l'IDAT, mais l'IDAT dit qu'il va y avoir 80 milliards d'objets connectés. IDC parle de 200 milliards d'objets connectés à 2020. Donc finalement, c'est comme la dette grecque, on ne sait pas trop combien il y a de milliards. Mais on sait que de toute façon, il va falloir... on va en tout cas devoir, et il y a de formidables opportunités en tout cas autour donc de l'objet connecté, que ce soit pour la santé, pour le transport. Donc les enjeux du cloud, l'objet connecté, il est au cœur du cloud, puisqu'il a besoin, pour être connecté finalement, de remonter de la donnée. Il remonte très peu de données finalement sur le smartphone. Il en remonte pour le grand public, mais pour le monde professionnel, ça remonte directement dans le cloud. Et autant tu parlais d'arriver à amener la confiance donc à l'utilisateur. Le but de l'objet connecté, c'est que on s'en aperçoit même pas. On est connecté. Vous en avez tous un dans les mains, c'est bien, vous avez tweeté, donc vous avez bien suivi ce qu'a dit Colin, mais on ne sait pas combien de données remontent de smartphone. Je sais pas. Est-ce que tu sais de ton iPhone combien de fois tu es géolocalisé par jour? 76 fois par jour. Par le cellulaire. Donc plus. Sur Android, c'est 3200 fois par jour. Donc ça, c'est que par votre smartphone. Imaginez les objets connectés où il va y en avoir 7 par personne qui vont d'objets connectés. Donc derrière, ce qui apporte une masse de données considérable. On parle donc de 44 milliards de gigaoctets de données à 2020. Bon, il va falloir du cloud. Je pense que là, il va falloir commencer à le construire, commencer à creuser et à agrandir un peu IBM pour pouvoir héberger un peu toutes ces données. Donc l'enjeu, il est considérable et les opportunités sont fortes. Donc le cloud, bien sûr, alors, qui va être après dans le traitement de ces données, comment amener des algorithmes. IBM parle bien de Dr Watson sur de l'intelligence artificielle, mais ça c'est au cœur de la valorisation de la donnée. C'est capter cette donnée, c'est bien, mais l'utiliser après, ça apporte des nouveaux business pour nos entreprises, pour ce que vous voulez créer comme business. Il faut arriver à transformer ces données, en information et en information valorisable. Donc ça, c'est l'enjeu finalement. Donc pour ça, il faut de la souveraineté. Quand on parle de souveraineté, c'est d'arriver à amener la confiance. Et la confiance, c'est de dire où sont les données, comment elles sont maîtrisées, qu'est-ce que j'en fais, est-ce qu'elles sont utilisées à d'autres fins que le service pour lequel j'ai souscrit, en fait. Et la France et l'Europe, parce que moi je parle plutôt d'Europe et États-Unis, qui sont deux modèles différents en termes de stockage de données et en termes donc d'hébergement cloud de données, puisqu'en fait il y en a un qui est soumis à la législation américaine et l'autre qui est soumis à la législation européenne. Et la différence, c'est que les Américains sont très intéressés à stocker leurs données
en Europe. Hein. Ça, on ne le sait pas trop, mais c'est une grosse avantage concurrentiel qu'on peut avoir par rapport au cloud américain, c'est que le côté delivery, donc juridique qu'il y a au niveau des États-Unis, on peut en tirer parti, puisque c'est-à-dire que on peut faire la péremption de données au niveau sur le sol européen, alors qu'aux États-Unis, ils sont pas soumis à aux mêmes obligations. Donc ça coûte plus cher. Et donc la souveraineté, la sécurité, donc la sécurité, c'est alors 80% des objets connectés actuellement ont des failles de sécurité. Donc il y en a 15 milliards d'objets connectés actuellement en 2015. 80% donc ont des failles. Donc je veux dire là on parle donc de gros enjeux. Hein. Et là encore je ne parle pas de votre bracelet connecté, savoir que vous avez couru 7 km ou que vous êtes arrêté au bout de 2 km, c'est pas très grave. Mais des données de santé, des données de sécurité, là c'est d'autres enjeux. Hein. Donc pour ça c'est pas grave si on peut le détourner, ça c'est intéressant. Ensuite, donc, il y a la protection de la donnée. Parce que la sécurisation, c'est d'arriver à garantir qu'on capte la donnée, qu'on la transporte et qu'on la sécurise dans son stockage, donc dans le stockage du cloud. Là, le cloud peut donner des réponses par rapport à des serveurs qu'on va avoir chez soi. Vu ces enjeux de cybercriminalité, le cloud a les infrastructures, a les compétences pour pouvoir maîtriser la sécurité ou le garantir. La protection de la donnée, ça c'est un autre enjeu, on en reviendra un peu plus tard si vous voulez, mais c'est comment je protège les données personnelles, donc la localisation et autres. Ça c'est plus juridique. Voilà. Bon, c'était pour faire un inventaire, parce qu'après je ne vais pas parler trop longtemps. Non, mais pour être un peu plus pragmatique, parce que je parlais de pragmatisme tout à l'heure, et moi j'aime pas trop les gros sujets. Alors c'est vrai qu'en ce moment les sujets c'est l'IoT, le Smart City, etc., l'e-santé, voilà, c'est des grosses thématiques. Alors c'est vrai qu'il faut des verticalités comme ça, il faut des thématiques. Maintenant moi j'aime bien descendre un peu plus, qu'on a parlé du cloud de manière générale. Les objets connectés, j'aimerais bien qu'on descende un peu plus. Donc, je vais donner un exemple alors. Voilà. C'est du pragmatisme. Donc, voilà, exactement. Je ne sais pas quel âge elle a ta mère, Colin. Je voudrais pas être désobligeant. Non, donc j'avais dit pas la mère à Colin. La cible donc de la téléassistance aux personnes âgées. Hein. Mais en tout cas, on va le devenir tous parce qu'on ta grand-mère. Alors ta grand-mère, parce qu'on a trop parlé de ta mère, donc on va parler de ta grand-mère. Hein. Oui, je suis voilà. Donc là, la téléassistance, c'est un sujet qui est fort puisque la silver economy, c'est d'arriver à maintenir les personnes âgées, donc c'est un enjeu sociétal. Et donc on peut arriver à capter les données de détection de chute, mais le coupler à de la consommation d'électricité et de la consommation donc d'eau permet d'avoir un suivi donc de la ligne de vie donc de la personne. Et une absence de consommation d'eau fait avertir donc au téléassisteur que éventuellement il y a peut-être un problème parce qu'elle aurait dû consommer de l'eau, elle aurait dû aller aux toilettes à 3 heures du matin comme elle fait d'habitude, sauf que là elle n'a pas fait. Donc ça amène quelque chose de concret, c'est ce qu'on met en place avec Europe Assistance, Mondiale Assistance, les présences vertes. Ce sont des associations et ce sont ce type de solutions qui permettent de croiser des données, d'amener donc du pragmatisme. C'est un sujet concret. Tout à fait. Tu parlais d'infrastructure dans ton discours là pour l'envoi des données, etc. On a parlé tout à l'heure, on a déjà abordé ces sujets-là, mais on parlait d'action et de volonté étatique d'apporter une souveraineté nationale avec deux projets comme Numergy et CloudWatt qui ont vu le jour il y a quelques années. Et chacun analyse le succès ou pas. On a parlé d'échecs tout à l'heure, mais après chacun jugera. Donc on a une volonté quand même d'apporter des alternatives à des solutions plutôt leaders sur le marché, mondialement connues comme AWS, Azure, Google, etc. Est-ce que du coup, là je m'adresse à Chris ou c'est un peu plus ton expertise, est-ce que du coup on pourrait avoir un cloud, du coup réduire ses frontières? On l'a vu tout à l'heure, on a eu une cartographie des équipements en place, hein. On a parlé de Zayo, on a parlé d'autres sociétés, vous avez vu la cartographie que Colin a montré tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui réduire un peu plus ces frontières, arriver jusqu'à une régionalité et avoir un cloud public régional ou une souveraineté régionale? Chris? Pour être honnête avec toi, c'est mon rêve même. Maintenant, du rêve à la réalité, je pense qu'on a un gap qui est assez important, voire même
c'est presque une utopie d'imaginer que dans les 5 ans ou 10 ans à venir, on puisse avoir ce type de service, efficace en région. Alors, je parle pas seulement de la région Languedoc-Roussillon, je parle de toutes les régions autres que l'Île-de-France, pour le coup. En fait, on s'aperçoit, quand on regarde un peu ces fameuses cartes, qu'on a une concentration des data centers et des GIX de connexion Internet sur la concentration, la non-décentralisation du pays dans lequel on est. Et même si pendant des années, des systèmes comme SNCF avaient posé des fibres tout le long de leur voie ferrée, sur toutes les lignes d'autoroute, on a une horizontalité des connexions. Il faut savoir que sur chaque aire de repos, il y a une fibre noire qui est disponible. Et comme elles sont noires, elles ne sont pas du tout exploitables. Et pourquoi? Parce qu'il y a des volontés à la fois politiques, locales, mais surtout politiques nationales, avec un acteur important qui est Orange, et qui, même si c'est une entreprise privée aujourd'hui, on sait que derrière, c'est pas seulement que du privé, c'est aussi du public, et que si on permettait à d'autres opérateurs de venir opérer ces fibres et de pouvoir déployer et faire un maillage important, on pourrait ensuite avoir des data centers et la capacité de cloud local, régional et même interrégional qui permettrait d'avoir vraiment un maillage fort dans les départements et dans les régions. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et donc, tout à l'heure, on en parlait un petit peu. Je pense, la table ronde précédente nous disait qu'on allait avoir sur 5 à 7 ans la possibilité d'avoir plus gros débit, plus meilleur réseau. Moi, je lisais en préparant cette table ronde, je lisais les documents de l'ARCEP du premier trimestre 2015, où quand on voit le déploiement de du très haut débit, du THD, c'est extrêmement parcellaire, pour pas dire non significatif aujourd'hui. On a encore des zones qui ne sont pas du tout couvertes par du haut débit, c'est-à-dire inférieur à 30 mégabits. Je dis bien débit inférieur à 30 mégabits. Ça peut paraître choquant, mais la majorité des gens ont un débit qui est inférieur à 30 mégabits. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire du cloud, comme on l'entend sur des objets connectés, comme on l'entend pour mon camarade de Virdis, sur de la 3D ou sur du gros volume de data, 30 mégabits de connexion, ça suffit pas. Et ça suffit pas pour délivrer une faible latence. Je pense à mes camarades j'ai oublié son nom, le stress, de Snapkin, de Snapkin. Je pense à mes camarades de Snapkin qui ont besoin d'avoir beaucoup de données à transférer, et là pour le coup ça devient difficile sur ce genre de réseau. Donc et aujourd'hui il faut avoir vraiment une infrastructure qui soit politiquement dimensionnée pour pouvoir ensuite avoir une infrastructure qui soit techniquement possible de déployer. Et aujourd'hui c'est pas le cas en région? Aujourd'hui c'est absolument pas le cas. D'accord. Bon, on en pourra aborder peut-être des questions avec les experts dans la salle qui œuvrent dans ce domaine actuellement. On a parlé de la partie infrastructure, et il y a bien sûr un autre domaine que je connaissais moins, pour être honnête, Gilles, avant qu'on se rencontre. Ouais, non, mais avant aujourd'hui, qui est un nouvel acronyme pour moi, qui est le BAS, donc le BAS, le Backend as a Service. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet? Tu disais que tu avais un projet, donc c'est Calliope qui porte ce projet-là, qui a peu d'acteurs apparemment français et encore moins régionaux, je pense, qui s'œuvrent sur ce. Et donc, pourquoi ce choix et dans quel but? D'accord. Déjà, il faut faire un pas en arrière pour expliquer ce qu'est le BAS. On a eu un début d'explication dans le domaine du jeu vidéo, en fait. Et on peut transposer ce principe dans toutes les thématiques, et pas seulement le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les développeurs d'applications ont toujours besoin de faire un front-end et un back-end. Mais le front-end aujourd'hui, c'est aussi les objets connectés, c'est la domotique, c'est les applications mobiles. En fait, on se rend compte par l'expérience qu'il y a de plus en plus de types d'interfaces. Alors que la partie back-end, elle a tendance quand même à se ressembler. Sur la partie back-end, on a généralement besoin de deux choses. C'est faire communiquer son interface avec un serveur pour envoyer la donnée. Et ensuite,